L'audience de la cour d'assises de Seine-Inférieure est ouverte. Garde, faites entrer les accusés. Rejugé Jules Durand, l'ouvrier et syndicaliste havrais condamné en 1910 pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, voilà le défi que se sont lancés ces élèves du lycée François Ier. Il était comme ça, Durand. Il respectait tout le monde même s'il n'était pas d'accord avec eux. Dans la salle, une personne est particulièrement sensible à la reconstitution proposée par les élèves. Ils sont porteurs de ce moment tragique de l'histoire de mon grand-père, de faire cette reconstitution par des jeunes. Ça me touche. Ce sous-titre, une histoire, une affaire Dreyfus au Havre 1910-1918 est symboliquement fort. Pourquoi avez-vous choisi ce sous-titre en particulier ? C'est la CGT, lorsqu'elle a défendu Jules Durand en 1910, qui dans un tract national marque Jules Durand, le Dreyfus de la classe ouvrière. Jules Durand, lui, a été condamné à mort pour son action syndicale, mais n'a jamais a été gracié par le président de la République, mais a été condamné aux travaux forcés à Cayenne. C'est aussi un personnage à part de la classe ouvrière de l'époque. Alors au Havre, il est charbonnier. Un charbonnier sur le port du Havre, c'est la dernière catégorie des dockers. Hein. Donc ils sont plus de 700 à travailler sur le port du Havre. Rien que pour les charbonniers. Hein. Il y a d'autres catégories de dockers, mais eux c'est la plus basse. Dans la cale obscure, la gueule du crapaud semble chercher les hommes plus que le charbon ou le brai. Le brai qui colle à la peau et la brûle. Et quand on remonte au jour, il n'y a plus de jour. Le brai vous a rendu aveugle pour un bon moment. Et justement, ce qui transparaît en permanence dans votre ouvrage, c'est justement cette misère de la classe ouvrière, que ce soit les charbonniers ou le reste de la classe ouvrière, sur le port du Havre, et que ce soit aussi bien sur le plan de la vie quotidienne, des conditions de travail. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Comme vous dites, oui, la classe ouvrière est misérable. Elle est déjà dans des ghettos, parce qu'il y a des quartiers pour eux, entièrement pour eux. Ils sont analphabètes, il y a une mortalité infantile extraordinaire. Je ne me rappelle plus les chiffres, j'ai regardé les archives départementales du Havre. C'est affolant. Il y a de l'alcoolisme qui est affolant aussi. Il y a un bistrot presque chaque 50 mètres. Les patrons, ils ont besoin que les ouvriers y boivent, premièrement pour oublier qu'ils travaillent dur, et deuxièmement pour l'exploiter encore davantage. Sur le Havre, pour les charbonniers, il n'y a pas de contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'ils sont embauchés en fonction de l'offre et de la demande. S'il n'y a pas de bateau qui aborde avec du charbon du pays de Galles, les charbonniers ne travaillent pas. Et s'il n'y a pas de paquebot ou de cargo qui partent pour les Amériques ou pour l'Afrique et qu'il faut les charger, les charbonniers ne travaillent pas. Donc voilà, la flexibilité du travail, il n'y a pas de contrat à durée indéterminée, des horaires à ne plus en finir, on travaille le jour comme la nuit en fonction de l'offre et la demande, et puis cette mécanisation qui arrive, qui va réduire encore plus l'offre du travail. Donc encore plus de chômage pour les charbonniers. Même si les charbonniers sont le plus bas dans la classe ouvrière portuaire, c'est quand même un essentiel important pour l'industrie du Havre, pour l'industrie portuaire, parce que les bateaux, les cargos et les paquebots marchent au charbon. Donc s'il n'y a pas de charbon, les paquebots et les cargos ne partent pas. Les usines du Havre marchent aussi au charbon. Et les gens du Havre se chauffent au charbon. Donc si les charbonniers se mettent en grève, c'est le Havre qui est paralysé entièrement. Donc lorsque le syndicat appelle à la grève en août 1910, il y a une cabale patronale qui se greffe contre Jules Durand. Et comme j'ai dit, on boit à droite et à gauche un petit peu trop. Il y a une bagarre qui n'a rien à voir avec la grève entre un contremaître jaune et des grévistes. Le contremaître jaune prend un coup de surin dans le ventre et malheureusement il meurt, alors que Jules Durand et ses collègues du syndicat ne sont au courant de rien, ni dans l'affaire, ni de loin ni de près. Et puis le lendemain, la police débarque chez Jules Durand et chez
responsable du syndicat et direction de la prison du Havre. Attendu que le jury a déclaré Durand coupable de complicité d'assassinat, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, condamne Jules Durand à la peine de mort. Et sur quoi, finalement, l'instruction s'appuie pour l'accuser d'avoir commandité le meurtre de Dongé avec les frères Boyer Le juge construit une instruction à charge, c'est-à-dire qu'il dit que Jules Durand et les deux secrétaires et les deux responsables du syndicat ont, dans les différents meetings et réunions et manifestations qui égrènent le mouvement au Havre, ont été porteurs de paroles qu'il fallait tabasser les jaunes, et voilà. Du syndicat, j'ai dit qu'il fédère la majorité des charbonniers, mais il fédère aussi l'ensemble de la classe ouvrière du Havre. C'est-à-dire que lorsque la grève commence, d'autres corporations se mettent aussi en grève par solidarité. Et d'autres charbonniers des ports de Dieppe, des ports de Rouen se mettent aussi en grève par solidarité. Et il y a aussi la HCT qui intervient, qui elle fait une campagne nationale et internationale. En Belgique, en Angleterre, en Italie, en Espagne, les charbonniers, les dockers se mettent aussi en grève par solidarité. Tout au long de cette campagne, bien sûr, qui va durer des années, Jules Durand est emprisonné dans des conditions très difficiles qui vont lui coûter sa santé mentale. Oui, alors Jules Durand est condamné à mort le 25 novembre 1910 et il meurt le 20 février 1926. Il meurt complètement fou. L'instruction à charge de cette affaire, elle nous fait inévitablement penser à l'actualité de Goodyear et d'Air France aujourd'hui. Et pour vous, est-ce que l'on pourrait parler d'une continuité dans une justice de classe ? Absolument. La justice de classe existe depuis que la lutte de classe existe. Il y a en France, malheureusement, moult affaires où les syndicats sont traînés devant les tribunaux. Jamais des salariés et des syndicalistes n'ont été condamnés à de la prison ferme en France. Jamais. C'est la première fois depuis la Ve République. Ouais. Il y a déjà eu en fait des amendes, 1 500 € d'amende en 2010 et en 99 une condamnation à 2 mois de prison avec sursis. À chaque fois c'était pour la rétention de personnes. C'est effectivement une première et le verdict a suscité de très très nombreux commentaires politiques. Ce qui a de changé avec 1910, c'est qu'en 1910 il n'y avait qu'un seul syndicat, même s'il était tout jeune. Puisque la CGT se crée en 1895 et Durand est condamné à mort en 1910, qu'aujourd'hui il y a une flopée de syndicats, donc excusez-moi de le dire, mais la majorité collabore plutôt en tant que partenaire social avec le patronat et la bourgeoisie qu'ils sont sur le terrain de la lutte de classe. Donc le problème, à mon avis, est là. Je ne vois pas de différence entre la presse qui écrit à charge contre Jules Durand et la presse qui écrit à charge et les partis politiques de droite et de gauche, ceux qui sont au gouvernement, qui parlent à charge contre Goodyear. Manuel Valls, le premier, quand même Premier ministre de la République française, il traite des syndicalistes comme voyous. C'est une première pour l'histoire du Parti socialiste, je crois. Malheureusement, ça va pas être une dernière. La violence capitaliste, ne souligner et réprimer que la lutte syndicale revient à supprimer toute justice sociale dans ce pays. Et comme si cela ne suffisait pas, on ajoute une bonne dose de réforme du Code du travail, soi-disant trop protecteur et générateur de chômage. Le premier Code du travail sort, je crois, en 1901 ou 1905. Et vous savez qui c'est qui le présente au Parlement? C'est un député socialiste. Vous voyez que là, en 2015, là aussi, les socialistes, ils ne regardent pas beaucoup leur histoire. Donc le Code du travail en 1905, quand même, se divise en divers chapitres. Le contrat du travail, le contrat d'apprentissage, les sanctions contre le patronat, la retraite et le syndicalisme. Ça, c'est les bases du premier Code du travail. Après, qui s'est amendé par les luttes.
1936, 1945, 1968, 1981 pendant un an. Parce que si Mitterrand accorde la retraite à 60 ans, c'est pas parce qu'il a ouvert la porte, il a dit bon, je l'accorde, parce que les luttes ont été importantes à cette époque-là. Pour les 35 heures, pareil, c'est Martine Aubry, ministre du Travail socialiste, qui accordait les 35 heures, qui est un atout important pour la classe ouvrière et pour les travailleurs en général. Mais là aussi, c'est parce que les syndicats, la CGT en particulier, s'est quand même battu pour aller aux 35 heures. C'est comme pour la retraite des cheminots, les conducteurs autrefois partaient à 50 ans et les autres services partaient à 55 ans. Il ne faut pas croire que le patronat a dit vous les cheminots, les conducteurs qui travaillaient au charbon, vous allez partir à 50 ans, les autres à 55 ans. Parce qu'il y a eu la grève du 1910 et la grève du 1920, grève générale. Toute la France paralysée et dont le chemin de fer a lâché sur la retraite à 50 ans et la retraite à 55 ans. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de droit conquis sans lutte de classe et sans lutte ouvrière.